Et si je te disais que Boros avait atteint la force d'un bon Super Saiyan 2, voire d'un Super Saiyan 3? Alors ça peut te sembler complètement absurde, et pourtant c'est ce que je vais te prouver dans cette vidéo. Mais avant ça, si c'est pas déjà le cas, pense à bien t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications, comme ça tu vas pas louper toutes les prochaines vidéos. Et si tu kiffes les mangas, il y a vraiment moyen que cette chaîne te plaise. Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser à un personnage qui à mon sens est beaucoup trop sous-estimé. Je parle bien sûr de Boros. En général, quand les gens pensent à Boros, ils pensent surtout à sa dernière attaque qui allait détruire la Terre. Et du coup, forcément, ils le catégorisent d'ennemi faible, qui a la même puissance que Vegeta quand il est arrivé sur Terre. Et ces gens-là, en général, ils ne vont juger Boros que sur cette attaque-là, et ils vont mettre de côté toutes ses autres capacités. Et moi, je trouve ça complètement stupide. C'est comme si tu jugeais Goku sur un seul de ses Kamehameha. Et dans une de mes vidéos, j'expliquais qu'à mon avis, Boros avait atteint la force d'un Super Saiyan 2. Alors quand j'ai dit ça, on m'a ri au nez, personne ne m'a pris au sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les arguments que j'ai et on va voir si à la fin de la vidéo vous trouvez toujours ça ridicule ou si au contraire finalement ça a du sens. Boros c'est un extraterrestre et à ce jour c'est le plus puissant des antagonistes de One Punch Man. C'est un monstre impitoyable qui est fait pour la guerre et qui parcourt l'univers pour trouver un adversaire à sa valeur. Donc déjà je sais pas toi, mais personnellement un extraterrestre qui assiège des galaxies et qui parcourt l'univers avec son vaisseau, ça me fait penser à Freezer. Et d'ailleurs c'est pas le seul point commun. Regarde bien ce passage dans One Punch Man. Je te remercie. L'armure qui servait à contenir mon incommensurable puissance est brisée, et ceci grâce à toi. Franchement, je trouve ça bizarre que personne ait fait le rapprochement, parce que dans Dragon Ball Z, Freezer aussi va faire sauter son armure pour pouvoir libérer sa puissance et se transformer. Et je pense qu'on est d'accord que porter une armure pour limiter sa puissance, ça aurait aucun sens avec la force de Vegeta au début de DBZ, il était très faible à l'époque. Donc déjà, si on se fie à ces éléments, Boros se rapproche plus de Freezer deuxième forme que de Vegeta, mais tu vas voir qu'on est encore très loin du compte. Donc maintenant, je vais t'expliquer en 3 points clés pourquoi à mon avis, juger de la force d'un personnage en se basant uniquement sur le potentiel de destruction, c'est une grave erreur. Point numéro 1, les univers ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui te dit que la planète Terre de Dragon Ball est la même que celle de One Punch Man? Et même si c'est le cas d'ailleurs, la fonction de la planète n'est absolument pas la même. Dans Dragon Ball, la Terre ce n'est pas une fin en soi. Les combattants vont souvent sur d'autres planètes comme Namek, la planète Kaio, et maintenant dans DBS, ils vont même dans d'autres univers. Alors que dans One Punch Man, c'est complètement différent. D'ailleurs, à ton avis, pourquoi les monstres dans One Punch Man sont classés comme ça? Niveau démon, danger pour une ville entière. Niveau dragon, danger pour plusieurs villes. Et niveau dieu, menace pour l'humanité entière. Pourquoi au niveau dragon, on parle de danger pour plusieurs villes et pas de danger pour plusieurs pays? Tout simplement parce que dans One Punch Man, les villes jouent le rôle de pays. Donc si les villes ont autant d'importance qu'un pays, est-ce qu'on peut pas penser que la Terre a autant d'importance qu'une galaxie ou qu'un système solaire? Détruire la Terre dans One Punch Man, ça reviendrait un petit peu à détruire un monde entier ou à plus petite échelle, une galaxie entière ou même le système solaire en entier. Donc tu vois bien que juger de la force d'un ennemi sur le seul potentiel de destruction, c'est une erreur. Tout simplement parce que les univers sont différents. Le point numéro 2, potentiel de destruction et puissance ne vont pas toujours de pair, même dans Dragon Ball. Je te donne un exemple, Vegeta enfant détruisait des planètes selon l'animé. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il a la même force que Vegeta adulte, qui avait une puissance de 18 000 unités quand il a affronté Goku? Encore un autre exemple, Freezer première forme, avec une force de 530 000, a détruit la planète Vegeta avec sa meilleure attaque. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il a la même force que Vegeta adulte, qui lui-même a la même force que Vegeta enfant? Non. Plus tard, en Super Saiyan 3 contre Boubou, Goku fait un Kamehameha qui détruit, selon Babidi, 1/10 des habitants sur Terre. Du coup, ça voudrait dire que Goku Super Saiyan 3 est 10 fois moins fort que Freezer première forme, qui lui-même est aussi fort que Vegeta enfant. Tu vois bien que ça n'a aucun sens, et que par souci d'animation et de scénario, détruire toujours toutes les planètes serait ridicule. Du coup, pourquoi juger Boros sur son attaque? Si son attaque s'était appelée vague de destruction universelle au lieu de vague de destruction planétaire, ça voudrait dire qu'il a la même puissance que Zeno d'un coup. Et enfin, le point numéro 3, dans Dragon Ball, la capacité de destruction ne va pas toujours de pair avec la puissance, alors que c'est le cas pour certaines caractéristiques, comme par exemple la vitesse ou encore la capacité de régénération. Et là, je suis sûr que tu commences à me voir venir.
Boros affirme que pour pouvoir survivre aux conditions de vie très difficiles dans sa planète, son espèce possède la plus grande capacité de régénération de l'univers, et que lui-même a surpassé de très loin tous les autres de son espèce. Ce qui fait que dans Dragon Ball, ce serait un personnage surpuissant, parce que dans Dragon Ball, plus le pouvoir de régénération d'un personnage est grand, et plus sa puissance est grande. Par exemple, Piccolo a une moins bonne régénération que Cell, qui lui-même a une moins bonne régénération que Boo, et j'estime la régénération de Boros au moins égale, voire supérieure à celle de Cell, puisque pour rappel, il a pu se régénérer avec seulement un œil intact, et Cell a pu se régénérer avec seulement son noyau cérébral intact. A noter aussi que la régénération de Boros est plus rapide que la régénération de Cell, et qu'elle semble aussi plus durable, parce que Cell a perdu une bonne partie de sa puissance quand il a dû se régénérer de l'attaque de Goku, alors qu'à l'inverse, Boros a surtout été épuisé par sa transformation, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se régénérer de la dernière attaque de Saitama. Donc par la force de régénération de Boros, on suppose que dans l'univers de Dragon Ball, il aurait au moins la force de Super Perfect Cell. Mais plus important et plus pertinent encore que la capacité de régénération, il faut s'intéresser à la vitesse, qui dans Dragon Ball est presque toujours liée à la puissance. Et les deux seules exceptions que j'ai trouvées dans le manga, c'est Barta, qui avait la même puissance que Jesse et Rikum, mais qui les surpassait en vitesse, et Trunks en Super Saiyan Dai Sandankai, qui sacrifiait sa vitesse au profit de sa puissance. Et sinon, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que dans la grande majorité des cas, dans Dragon Ball, la vitesse va de pair avec la puissance. Et la vitesse de Boros est une vitesse qui se rapproche de la vitesse de la lumière, et on a deux preuves de ça. Déjà, Psycho Pool peut déplacer ses cailloux à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, parce qu'il arrivait à supprimer tout frottement qui était lié au déplacement des objets dans l'air. Et ce serait ridicule de dire que Boros est moins rapide que Psycho Pool, qui est un de ses soldats. Et la deuxième preuve, c'est que Saitama a été surpris par la vitesse de Boros. Du coup, maintenant qu'on sait que Boros va à la vitesse de la lumière, il faut qu'on voit quand est-ce que cette vitesse a été atteinte dans Dragon Ball. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, non, Goku enfant ne se déplaçait pas à la vitesse de la lumière. Pour rappel, la vitesse de la lumière, c'est environ 300 000 km par seconde. C'est énorme, c'est plus de 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Donc crois-moi, Goku enfant était très loin d'égaler cette vitesse-là. Et pour preuve, quand Goku a voulu traverser la route du serpent qui fait 1 million de kilomètres, il a mis 6 mois la première fois. Et après 6 mois d'entraînement intense avec Kaio, il a mis 2 jours. Pour rappel, à la vitesse de la lumière, il aurait mis seulement 3 secondes à y arriver. Même après Namek, Goku qui avait la force d'un Super Saiyan a impressionné tout le monde avec le déplacement instantané parce qu'il a fait l'aller-retour chez Tortue Géniale qui était à 10 000 km en seulement 2 secondes. Et encore, il a utilisé le déplacement instantané. C'était même pas sa vraie vitesse qui devait être beaucoup moins élevée que ça. En fait, dans Dragon Ball, la première fois où quelqu'un s'est rapproché de la vitesse de la lumière, c'était avec Gotrunks en Super Saiyan qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre en quelques secondes. Et encore, je dis quelques secondes, mais je suis gentil parce que la fusion s'est arrêtée 1 minute seulement après cet exploit. Et on sait que la fusion dure 30 minutes. Donc dans le meilleur des cas, Gotrunks a fait ça en 10 secondes et dans le pire des cas, il a fait ça en une vingtaine de minutes. Mais bon, pour simplifier, on va dire que Gotrunks Super Saiyan allait à la vitesse de la lumière et Gotrunks Super Saiyan a la force d'un bon Super Saiyan 2 puisqu'il a réussi à tenir tête à Super Boo. Donc pour résumer, Gotrunks a une vitesse égale ou inférieure à la vitesse de Boros. Dans Dragon Ball, la vitesse va de pair avec la force. Conclusion, dans Dragon Ball, Boros aurait au minimum la force d'un Super Saiyan 2. Et j'aurais même pu aller encore plus loin en disant que Boros avait la force d'un Super Saiyan 3 parce que sa transformation lui donne à peu près les mêmes cheveux que Goku Super Saiyan 3. Et on sait que One s'est beaucoup inspiré de Toriyama et notamment avec les scènes de combat. 中でも俺は自然治癒力も身体機能も潜在エネルギーもずば抜けて優れていた。貴様らでは死につながるような負荷でも数秒あれば塞がる。 Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et ce que vous pensez de la puissance de Boros. De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunines.